wóolu leen ak matam xam-xamam ndax mbégte client yi moo ko soxal ak groupe Sonam Assurance dindi leen ci xel mu dal. Le groupe Sonam Assurance, vivez l'esprit tranquille. Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes sur la RTS 20h, le journal, voici les titres. Le renouvellement du parc des gros porteurs, une priorité du chef de l'État, 800 camions sur 3000 ont déjà bénéficié du programme que le gouvernement s'engage à réaliser avec ses partenaires pour une meilleure durée de vie de nos routes, le chef de l'État qui honorerait le poste de pesage de Rosso. Et puis, élevage, horticulture, aviculture, eau, Diamniadio a tous les atouts pour se hisser un pôle agricole. Diamniadio, nouveau pôle urbain, c'est également tout un plan de développement avec des infrastructures à refaire ou à réaliser dans le domaine de l'éducation et de la santé. Des chiffres qui font froid dans le dos. Chaque jour, un enfant brûlé et reçu à l'hôpital Fann. Les accidents domestiques font beaucoup de victimes chez les enfants. 200 cas entre 2010 et 2013 au service de chirurgie, recrudescence des cas qui semblent plutôt inquiéter les spécialistes que les parents. Suite de notre série de reportages sur la Chine, ce soir focus sur le volet formation. Et puis Ousmane Garifay nous fera la genèse des relations séculaires entre le Sénégal et l'Empire du Milieu. Bonsoir à tous. Le président de la République annonce un programme de renouvellement du parc des gros porteurs. Ceci pour allonger la durée de vie de nos routes. Le chef de l'État a inauguré le poste de pesage de Rosso. L'ouvrage entre dans le cadre du contrôle de la charge à l'essieu. Le président Macky Sall a eu droit à un accueil chaleureux des populations. Le reportage à Rosso de Oumar Dieng. C'est un voyage qui traduit un intérêt particulier que le président de la République accorde à la région de Saint-Louis. La mine affichée par les autorités locales et gouvernementales à l'accueil le démontre. Les honneurs militaires aussi. À l'aéroport de Saint-Louis, aucun responsable local ne voulait rater ce moment. Quant aux populations, elles ont eu du mal à cacher leur joie. Ici devant l'aéroport et sur tout le long du trajet qui mène à Rosso, elles ont tenu à témoigner leur reconnaissance au chef de l'État qui par moment a été obligé de s'arrêter. Mais c'est au croisement de Rosso que la mobilisation a plutôt atteint son paroxysme. La mobilisation des populations de Rosso est à la dimension de l'ouvrage inauguré. Le poste de pesage, outil incontournable pour la préservation et la sécurisation de nos routes. Après avoir coupé le ruban et dévoilé la plaque inaugurale, le président Macky Sall a eu droit à une explication détaillée du système, suivie d'une démonstration du pesage.
Ainsi expliqué, le contrôle de la charge à l'essieu constitue un entretien préventif qui contribue à la durée de vie des routes et l'allègement des coûts de maintenance, ce qui profite naturellement aux populations et usagers de la route. Cet ouvrage de régulation du poids de la charge à l'essieu vient à son heure car cette route est très fréquentée par les gros porteurs en partance vers la Mauritanie et ceux venant du Maroc. Monsieur le Président, nous les transporteurs, syndicats des travailleurs des transports routiers urbains et interurbains du Sénégal, c'est à nous de vous remercier d'avoir pensé à ce point de pesage qui permettra sans nul doute la préservation de nos routes. C'est Afrique Pesage qui a mis en service le site. Le concessionnaire compte ainsi accompagner le gouvernement du Sénégal dans sa volonté d'instaurer la sécurité optimale au profit des populations. Par la volonté politique de l'État et l'adhésion des transporteurs, le contrôle effectif de la surcharge routière qui s'est révélé une nécessité absolue est devenu une réalité. De la convergence des points de vue, des bailleurs de fonds, des acteurs du secteur routier et de l'État du Sénégal, notamment dans le respect du règlement 14 de l'UEMOA, il en résulte qu'aujourd'hui, le Sénégal est à cet égard un exemple dans l'ensemble des pays de l'UEMOA. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous transmettre les remerciements et la profonde gratitude de toute l'Union pour votre engagement constant et votre implication personnelle dans l'œuvre d'édification de l'intégration de notre espace commun, notamment à travers la conduite des chantiers communautaires, paix et sécurité d'une part, négociation APE d'autre part, dont vous avez accepté d'être le président du comité de haut niveau. La mise en service du site de pesage de Rosso a été saluée à sa juste valeur par le chef de l'État. Le président Macky Sall a évoqué l'importance de cet instrument qui contribue à la promotion de l'emploi. La promotion de l'emploi, notamment dans sa dimension emploi jeune, est une de mes préoccupations de premier plan. Le contrôle de la charge à l'essieu, comme vient de le dire l'administrateur, va y contribuer par la création d'emplois rémunérateurs et stables pour les jeunes sur l'ensemble du territoire national, où des postes de pesage vont être implantés. Aujourd'hui déjà, 350 emplois directs sont créés à travers le programme de contrôle de la charge à l'essieu. L'impact négatif de la surcharge coûte aux contribuables sénégalais des milliards de francs CFA par an. Il faut donc insister sur le respect des normes. Pour le chef de l'État, la solution est aussi dans la qualité du parc des gros porteurs. J'ai engagé le gouvernement pour exécuter dans les meilleurs délais le programme de renouvellement du parc des gros porteurs au Sénégal. Nous avons entamé le projet pilote de renouvellement de 800 camions gros porteurs sur un programme global de plus de 3000 camions. Le renouvellement des gros porteurs figure parmi les 15 projets prioritaires inscrits dans le cadre de notre coopération internationale. Le président Macky Sall en appelle à l'implication des populations pour la préservation du patrimoine routier du Sénégal. À celle du Wallo, il a promis de revenir bientôt pour relever cette fois le défi de la sécurité alimentaire. Justement, le président Macky Sall qui affiche son ambition de produire plus d'1 million de riz paddy dans cette zone. Il en appelle aux populations pour une gestion concertée de l'aménagement des terres. Le président Macky Sall au micro d'Omar
ici dans le Wallo, dans les mois à venir. Peut-être à Dagana, peut-être à Podor. Dans le cadre de l'initiative RI, il nous faut atteindre notre autosuffisance en production risicole. J'ai discuté avec monsieur le gouverneur de Saint-Louis pour dire au gouverneur Saho que je serai là après le groupe consultatif, puisque je veux mobiliser des ressources importantes de l'État et de nos partenaires pour passer de 300 et quelques mille tonnes de paddy à 1 80 000 tonnes à l'horizon 2017. Et pour cela, il nous faut des aménagements nouveaux. Mais lorsque nous aurons réalisé ces aménagements, il nous faut une gestion concertée pour l'utilisation des terres. Il ne sert à rien de garder des terres de millénaires sans les mobiliser, sans les valoriser. Alors, lorsque nous mettons les moyens qu'il faut, les populations devront accepter de travailler de concert avec l'agro-industrie. Parce qu'il faut protéger l'agriculture familiale, mais il faut dépasser ce niveau pour aller également vers une agriculture moderne, de façon à protéger les familles, mais également de façon à permettre à notre pays d'atteindre son autosuffisance en céréales. Alors nous discuterons très amplement et je donne instruction à la commission chargée de la réforme foncière à accélérer la cadence pour que la gestion de la terre et du foncier soit l'un des premiers éléments de réussite de notre politique agricole. L'étape 2 reçoit le président de la République s'est rendu à Saint-Louis pour inaugurer la route nationale numéro 2 qui va à Richard Toll via Rosso, une réalisation qui s'inscrit dans le vaste programme national de désenclavement du pays. Forte mobilisation également à Saint-Louis, au Marning. L'effervescence dans la capitale du Nord est une preuve éloquente. Pour les populations de Saint-Louis, l'inauguration de la route nationale numéro 2 revêt une importance capitale. Au moment de communion avec le président Macky Sall, qui donne ici le ton avec la coupure du ruban. Voici le joyau qui vient d'être étrenné. 127 km de route réhabilités grâce à l'appui de l'Union européenne. C'est donc le fruit d'un partenariat historique, ainsi que le rappelle la représentante de l'Union européenne. La carte des projets routiers fait apparaître que sur 5 décennies, les appuis de l'Union européenne auront permis de construire ou de réhabiliter plus de 2000 km de routes revêtues, soit près de 35% du réseau des routes revêtues actuelles au Sénégal. Il fallait, avant la réhabilitation de la route, plus de 2h30 pour atteindre Richard Toll depuis Saint-Louis, dans des conditions souvent éprouvantes. Aujourd'hui, il est possible d'atteindre Richard Toll en 1h15. Pour les autorités locales, ce tronçon inauguré montre tout l'intérêt que le président de la République accorde à la région de Saint-Louis, en élément de preuve d'une gouvernance de proximité. Monsieur le Président de la République, dès votre accession à la magistrature suprême, vous avez réservé un traitement particulier au cas de Saint-Louis. Ce patrimoine mondial, ville d'art et d'histoire, que vous cherchez à hisser sur les rampes du développement. Déjà, nous nous réjouissons de votre précieux appui pour la réalisation du programme de développement touristique de la ville de Saint-Louis. Comme vous le savez, Monsieur le Président de la République, avec le programme de développement touristique qui a démarré avec le lancement des premiers appels d'offres, c'est une enveloppe de 17 milliards qui va être investie sur la ville de Saint-Louis et qui va aider à transformer le visage de notre cité avec des projets majeurs tels que la requalification de la mythique place Faidherbe, de l'avenue Jean Mermoz, la réhabilitation du village artisanal, du port de pêche, de la grande mosquée, de l'église et des centaines de bâtiments, de même que d'autres actions que nos populations attendent avec impatience. Après avoir salué la coopération avec l'Union européenne, le président Macky Sall inscrit la réalisation de
ce tronçon dans le programme national de désenclavement qui lui tient à cœur. Un programme qui constitue le socle d'une croissance durable. Notre politique vise un maillage optimal du pays afin de valoriser les ressources et potentialités de nos différents terroirs et de promouvoir des pôles de développement comme pivot de la cohérence territoriale et de l'élimination des disparités d'accès aux infrastructures. La nouvelle stratégie sectorielle repose ainsi sur la poursuite du désenclavement du pays et l'amélioration de la mobilité urbaine en harmonie avec la politique nationale d'aménagement du territoire et le développement de l'intégration régionale. C'est un vaste chantier qui vise tout le pays, des milliers de kilomètres de routes et de pistes de production à travers des projets qui sont déjà ficelés, qui vont améliorer sensiblement la mobilité au Sénégal. La politique d'amélioration des corridors sera poursuivie par l'achèvement de la réhabilitation de 400 km de route de Tambacounda et Kédougou, Tambacounda-Kidira sur le corridor Dakar-Bamako. Dans le même esprit, les programmes de connectivité et de désenclavement concerneront en priorité la réhabilitation des routes nationales Ndjoum-Ourossogui-Bakel et Touba-Dara-Linguère pour lesquels les accords de financement ont déjà été signés lors de mes récentes visites à Abu Dhabi et au Koweït. Notre action s'articulera autour de la construction de plusieurs ponts dans des zones enclavées du nord, du sud et du centre, dont le pont de la Géole à Saint-Louis et le pont de Alouar. La réhabilitation de la route Mandadouane-Vélingara, la remise en état et l'aménagement de la Grande Niaï entre Rufisque et Lompoul, le bitumage d'axes régionaux, la boucle de Kalounay, du Boudjé dans le Kédiou, Joal, Sambadia, Palmarin, Differ, la dorsale de l'île à Morphine, Bombay, Mekhe, Diogo, Fasboy, etc. Connue pour sa culture, la vieille ville ne pouvait pas manquer d'en faire une démonstration devant le chef de l'État. Avec cette troupe bien connue dans les champs de Fanal, les animations culturelles ont donné à cette manifestation une dimension très colorée. Le reportage de Morning à Saint-Louis, à Dakar, la Banque ouest-africaine de développement a financé le port autonome de Dakar à hauteur de 10 milliards de francs CFA. La Banque ouest-africaine de développement a aussi procédé à la réhabilitation et la construction de bâtiments administratifs à Dakar et Diamniadio. D'autres projets sont annoncés par le président de la BOAD, reçu en audience par le chef de l'État. Voici Christian Adovalande. Il a aussi présenté le bilan de la banque au chef de l'État. Ses propos sont recueillis par Omar Ning. Vous savez que nous avons fêté nos 40 ans en novembre dernier et c'était l'occasion pour faire le bilan. Dans l'ensemble, je crois que le bilan est très satisfaisant. En ce qui concerne la coopération avec le Sénégal, nous avons informé le chef de l'État des projets que nous avons eu à faire passer à nos différents conseils au mois dans l'année 2013. Et les plus importants, c'est notamment le projet du port autonome de Dakar. Vous avez tous été informés que nous avons procédé à la signature hier pour un montant total de 10 milliards de francs CFA. Nous avons le projet de réhabilitation et de construction des bâtiments administratifs, aussi bien à Dakar que dans la nouvelle ville qui va être construite. Donc là également, nous avons mis 25 milliards de francs CFA, la signature a été faite. Et nous avons également le soutien au secteur privé avec la SATRAC. Et puis
Agrofitex. Nous sommes intervenus également l'année dernière, comme vous le savez, dans l'énergie, avec un financement pour la centrale à charbon. Et nous avons également informé le chef d'État des perspectives en matière de financement des projets. Donc nous avons dans le portefeuille un certain nombre de routes, notamment la boucle du Boudier, sur lequel nous sommes en train de travailler. Nous avons mis en place le financement pour les études qui sont en cours. Nous avons déjà mené l'évaluation pour la route Dialakoto-Mako, qui va passer à notre prochain conseil en mars. Et puis également la construction d'une station de déferrisation et pour l'eau et pour la ville de Dakar. Sans oublier naturellement un projet sur lequel nous sommes en train de travailler, dont les études sont en cours, c'est le projet d'assainissement de la ville de Fatick. Et naturellement, en matière de PPP, nous sommes sur un certain nombre d'opérations et sur les routes et également sur tout ce qui concerne les activités autour du port autonome de Dakar. Et puis le commissaire européen à la coopération et développement a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye. La coopération entre l'Union européenne et les accords de partenariat ont été évoqués au cours de cette rencontre. Le ministre et le commissaire européens se sont confiés à la presse des propos recueillis par Samba Mangane. Nous avons échangé sur des questions politiques sécuritaires dans la sous-région, en Afrique de manière générale, sur la coopération de l'Union européenne et le Sénégal. Nous nous félicitons de la qualité de cette coopération, nous nous félicitons du fait que l'Union européenne est notre premier partenaire. Nous avons salué également le préaccord obtenu en ce qui concerne les APE et nous allons continuer à travailler ensemble pour développer davantage la coopération entre l'Union européenne et le Sénégal, entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Nous avons reçu il y a quelques jours le commissaire au commerce qui était venu remettre l'accord obtenu entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, nous recevons le commissaire au développement. Cela montre la vitalité de la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne. Je voudrais féliciter le gouvernement pour l'élévation des plans le Sénégal émergent. Nous sommes en train de baser tous nos investissements sur cette base. Je voudrais dire que nous continuerons, nous avons discuté l'infrastructure, investissement dans l'infrastructure. Nous avons plusieurs enveloppes régionales ou thématiques où il faut investir dans le secteur de l'énergie et aussi dans le secteur des routes parce que la demande d'infrastructures augmente exponentiellement et bien sûr il faut faire face à ce défi, mais je crois que c'est réaliste, ça pourrait être assez dur, mais travailler ensemble avec les pays, avec les régions, avec tous les partenaires de développement, c'est possible. Et je voudrais féliciter aussi le Sénégal pour la coopération que nous sommes excellents. C'est toujours fait beaucoup de plaisir de travailler avec vous et je voudrais féliciter pour toutes les réussites que vous avez. André Spielbach, le commissaire européen au développement et à la coopération reçu par Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères. Dans le même temps, l'Union européenne apporte un appui de près de 12 milliards pour la restructuration urbaine de Hann et de Petit Mbao. Le Sénégal va également donner une contrepartie d'1,5 milliard pour le relogement des populations concernées par ce projet qui va contribuer à l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations des quartiers de Hann Village et Petit Mbao au Recham. Deux signatures pour concrétiser une volonté de l'Union européenne et de l'État du Sénégal d'améliorer le cadre et les conditions de vie des populations de Hann Village et Petit Mbao, des quartiers spontanés avec de nombreuses conséquences sur le bien-être des populations locales. Cette convention de près de 13 milliards pourra ainsi financer la restructuration de ces deux quartiers traditionnels et soulager les populations confrontées aux problèmes d'assainissement et de salubrité. Le projet vise la rationalisation du tissu urbain, la réduction de l'insalubrité, un accès facilité de toutes les catégories de population aux services publics de base et une économie locale stimulée. La signature de la présente convention de financement renseigne encore une fois sur la volonté de Monsieur le Président de la République et de son gouvernement d'apporter des solutions durables aux problèmes des populations, notamment ceux les plus cruciaux. Je suis ravi que cette
petits projets donnent bon espoir pour le futur. Notre coopération, c'est l'eau et l'assainissement. L'eau et l'assainissement, c'est qualité de vie, mais c'est aussi la santé et c'est aussi la prospérité. L'intervention de l'Union européenne est de plus en plus importante au Sénégal. Déjà, les quartiers de Pikine à Saint-Louis et Rouma à Richard Toll ont été restructurés grâce à l'appui de l'Union européenne. Aujourd'hui, dans ce secteur-là, il y a lieu pour nous d'avancer avec les populations, d'améliorer la communication et la sensibilisation, de travailler à l'appropriation de ces projets. Nous y investissons déjà avec la Fondation Droit à la Ville notamment. Le Sénégal compte respecter ses engagements pour la contrepartie qui est d'1,5 milliard sur ce financement de 13 milliards et déjà l'assiette foncière devant accueillir le relogement des populations concernées a été libérée par l'État du Sénégal. Cérémonie de remise de matériel, d'allègement et de notification de financement aux femmes de Tambacounda. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a déboursé 90 millions de francs CFA pour financer plusieurs projets. Rantassar a exhorté les bénéficiaires à respecter les délais de paiement. Les femmes de la région orientale ont salué cette initiative de l'État du Sénégal. Après Louga et Thiès, cap sur Tambacounda. Ici, plus de 200 projets ont été financés par le ministère de la Femme. Des groupements de femmes venant des différents départements de la région orientale ont bénéficié d'une enveloppe considérable pour mener leurs activités. L'État a créé des mécanismes d'appui aux activités des femmes afin de faciliter leur accès au financement et aux activités de leur production. Ces structures, placées sous la tutelle du ministère que j'ai l'honneur de diriger, sont chargées de mettre effectivement en œuvre les moyens de lutte contre la féminisation de la pauvreté avec le financement de microprojets. Ce programme du ministère de la Femme entre dans le cadre de la mise en place des moyens de lutte contre la féminisation de la pauvreté. Il a été retenu pour l'année 2013-2014 d'injecter un montant de 90 millions de francs CFA sur un total de 1,2 milliard de francs CFA. Tout à l'heure, les heureuses bénéficiaires, à l'instar de leurs sœurs des autres régions, recevront des notifications qui seront suivies très prochainement de séances de formation appropriées. De nos jours, les femmes sont honorées d'être gestionnaires des bourses de sécurité familiale, telle est l'une de la politique sociale de notre programme Yoru Yokouté. Le ministre de la Femme a demandé aux différents groupements qui ont bénéficié de financement de respecter les délais de remboursement. C'est seulement ainsi que d'autres associations de femmes pourront avoir la chance d'être financées un jour. Diamniadio, un pôle agricole sûr. Outre ses réelles potentialités horticoles, Diamniadio possède également un potentiel pour l'agriculture, la disponibilité du foncier, de l'eau et surtout sa proximité avec la zone de Sangalkam font partie de ces atouts de cette partie du département de Rufisque, zone idéale pour l'élevage de poulets. Pour mieux le constater, notre reporter Eric Nimadi a fait un tour dans une ferme avicole dans les environs de Diamniadio. Nous sommes à Belvédère, un village tout près de Sébiponti, à 5 km de Diamniadio. À l'intérieur de ce bâtiment, 3500 poulets sont en élevage. L'aviculture, une activité très rentable pour Cheikh Diop. Il en est à sa 5e année d'expérience sur ce site. C'est après la construction de ce bâtiment que nous avons débuté l'aviculture. Nous avons des pondeuses et des poulets de chair. Chaque 45 jours, nous vendons les poulets et renouvelons le stock. Grâce à ces pondeuses, le natif de Sébikotane collecte chaque jour des centaines d'œufs. La production est vendue sur le marché local et à Dakar. Pour mener à bien cette activité, il se fait aider par des ouvriers venus pour la plupart du Burkina Faso. J'ai gagné 45 000 par mois. Vraiment, c'est bon, c'est bien même. Dans le travail aussi, ça avance bien. Voilà. Chaque jour. Ils sont là chaque jour. Il nous arrive de prendre des travailleurs
juste pour la journée. Ce sont souvent les jeunes de la localité. Dans cette zone de Diamniadio, des fermes de ce type foisonnent. L'aviculture, une activité économique en plein essor dans cette partie du département de Rufisque. Diamniadio, nouveau pôle urbain également. C'est l'intitulé d'un projet de développement économique et social qui va faire de ce carrefour une zone urbaine de référence sur le plan de la santé et de l'éducation. Des infrastructures sont prévues afin d'accompagner ce projet et répondre parfaitement aux besoins des populations dans ces domaines précis. Le volet éducation, santé est dans le cœur de ce plan Diamniadio, nouveau pôle urbain que nous présente Youssouf Kaba. Un couloir clair-obscur, au bout, une chambre abritant un malade très mal en point, à l'image de l'établissement inauguré en 1996. Conçu à l'époque pour couvrir les besoins en santé des populations de la localité, le centre de santé de Diamniadio, dans un état de délabrement, fait face également à sa position géographique. La structure de santé reçoit quasiment la majorité des accidentés de la route pour les premiers soins, des accidents très fréquents d'après les statistiques sur les axes Dakar-Thiès et Dakar-Mbour. Une situation difficile au regard des moyens techniques, humains et financiers de l'établissement. Le personnel qualifié, on en a besoin vraiment. Parce que quand vous voyez, on a les seuls personnels qualifiés qu'on a se situent au niveau des postes de santé, alors que le centre en a besoin, surtout les infirmiers. On a besoin d'infirmiers diplômés. Si on pouvait relever le plateau technique, nous appuyer en fonds de dotation, parce qu'on n'a pas de fonds de dotation jusqu'à présent. Comme nous sommes au niveau district, parfois on n'a pas tout ce dont on a besoin. Quand on a des accidentés, on les prend gratuitement en charge, alors qu'on n'est pas remboursé. Et là, ça va empiéter sur nos recettes. On est toujours déficitaire, donc on a besoin de fonds de dotation. Ce cri de cœur sonne comme une invite, et pourtant le programme Diamniadio Nouveau Pôle Urbain réserve une place importante à la santé et à l'éducation. Un hôpital pédiatrique de dernière génération a déjà vu le jour. D'autres projets du même genre sont prévus pour accompagner la dynamique de développement de Diamniadio. Sur le plan éducation, le site va abriter le siège du ministère de l'Enseignement supérieur, l'université virtuelle et des écoles de formation à l'image de celles en phase terminale, consacré au métier de bâtiment et des travaux publics. C'est un projet d'ensemble. Déjà, il y a l'université virtuelle, il y a l'hôpital déjà qu'on a inauguré. Et donc, tout ça, c'est des projets d'accompagnement qui vont ensemble avec donc, ce site de Diamniadio. Parce que, vous savez, c'est très important d'intégrer l'éducation et la santé de proximité dans un tel site, dans un tel projet. Le développement et la modernisation de Diamniadio ne peuvent se faire que dans un environnement où les questions de santé et d'éducation seront définitivement réglées. Mais pour prétendre également à un quelconque projet de nature à améliorer les conditions d'existence, encore faudrait-il disposer d'un esprit sain dans un corps sain. Et c'est tout l'objet du dossier de Ramatadem. Plus jamais d'enfants brûlés dans nos maisons. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Chaque jour, un enfant victime de brûlure est reçu au service chirurgie pédiatrique de l'hôpital Fann. Un véritable casse-tête pour le personnel qui en voit des cas très douloureux. Ramatadem. Les accidents domestiques sont devenus très fréquents de l'avis du personnel de l'hôpital Albert Royer de Fann, précisément du service de chirurgie pédiatrique. Ils reçoivent ces derniers temps pas moins de 3 enfants par jour ayant des brûlures graves. Le service de chirurgie pédiatrique de Fann fonctionne sans relâche. Ce que nous avons constaté depuis un certain temps, c'est qu'il y a une recrudescence des brûlures. Et actuellement, on envisage de faire une étude sur les brûlés. Et on s'est rendu compte que depuis l'ouverture des services en avril 2010, nous avons, au mois d'octobre dernier, recensé au moins 200 cas de brûlures. Et les brûlures qui sont toutes graves. Les parents qui accompagnent des enfants sont souvent dans le désarroi, se sentant peut-être coupables de ce qui arrive, car ce sont des situations qui pourraient être évitées avec un peu plus de vigilance. Il
s'est brûlé depuis 3 jours. Sa mère faisait la cuisine. À un certain moment, le gaz était fini. En allant en acheter à la boutique, elle a laissé la marmite bouillante au milieu de la cuisine. Et là, on ne sait pas comment le petit a renversé la marmite sur lui. Depuis, je l'ai fait suivre au district sanitaire le plus proche de chez moi. Ils m'ont donné des calmants et des produits pour ces brûlures. Mais après 2 jours de soins, ils m'ont référé ici à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Mon fils s'est brûlé. J'étais en train de travailler chez moi et à l'heure du repas, les voisins m'ont appelé pour manger. Du coup, puisque je n'avais pas envie de manger, ils ont emmené mon fils avec eux pour lui donner à manger. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des cris. J'ai couru et là, j'ai vu mon fils brûler. Sur le champ, j'ai enlevé ses habits et la couche. Puis je l'ai emmené ici, à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Ma petite fille s'est brûlée. J'étais dans la chambre avec ma mère. Je m'occupais d'elle parce qu'elle est malade. La petite était dans la cuisine. À un certain moment, j'ai entendu des cris. Alors j'ai demandé pourquoi tous ces cris et c'est l'enfant de ma voisine qui m'a dit que c'était bébé Daba. J'ai couru voir ce qui s'était passé et j'ai vu que ses habits étaient en feu. J'ai alors déchiré ses habits et je l'ai déshabillé. Et c'est après que j'ai su que c'est en essayant d'allumer un pétard ramassé quelque part que ses habits ont pris feu. C'était vraiment dur, d'autant plus que j'ai essayé de la soigner pendant 10 jours au poste de santé le plus proche. Et explorer tous les recoins de la maison, de toucher à tout, d'où l'intérêt de ne jamais laisser un enfant sans surveillance. Et la sensibilisation et l'information sont les meilleurs moyens aujourd'hui pour venir en aide à cette couche vulnérable. De considérer que les enfants sont en potentiel danger dans un milieu familial. Il faut constamment veiller sur les enfants, il faut les surveiller comme du lait sur le feu. Mettre tous les objets, tout ce qui peut blesser l'enfant, il faut le mettre hors de portée de l'enfant. Pour une meilleure prise en charge des enfants brûlés, de nouveaux traitements sont mis en place à l'hôpital de Fann pour une cicatrisation plus rapide des brûlures. Parce qu'avant, on le faisait des pansements occlusifs, c'est-à-dire des pansements fermés avec de gros bandages. Bon, ça permettait aux brûlures de sointer, ça entretenait une certaine suppuration, une macération des plaies et avec quand même des infections qui souvent emportaient le malade. Et depuis quelques mois, on a opté pour laisser ces brûlures à l'air libre. On les enveloppe dans linge stérile quand même, on les badigeonne à l'éosine et on les laisse à l'air libre. Les brûlures sèchent, les malades, on a récupéré beaucoup de malades comme ça avec cette technique. On a de moins en moins d'infections sur les brûlures, sauf peut-être pour ceux qui viennent déjà infectés. Autre technique utilisée, la greffe de peau, qui est effectuée malgré les difficultés rencontrées par le personnel. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore de dermatome et je pense que le dernier brûlé qu'on a greffé ici, il a fallu la diligence de nos collègues du centre hospitalier de Malte pour procéder à des greffes de peau. Mais en cas de brûlure à la maison, chers parents, évitez les remèdes traditionnels et emmenez directement l'enfant dans une structure hospitalière. Une fois que l'enfant est brûlé, s'ils peuvent avoir un linge propre, l'envelopper dans du linge propre et le transférer en milieu hospitalier. Parce qu'on a vu souvent par le passé, on a vu des enfants enduits de pâte dentifrice ou n'importe quoi. Bon, je pense que c'est complètement inutile. C'est une prise en charge qui démarre sur le lieu de l'accident et qui consiste à remplacer, parce que quand les lésions s'installent, dans les minutes qui suivent donc la brûlure, vous avez une perte liquidienne qui n'est pas exposée, mais qui va entraîner rapidement ce qu'on appelle un état de choc. J'ai l'habitude de dire que
les premières heures d'une brûlure étendue chez l'enfant peuvent être comparées à un tableau de choléra. Avec cette période de froid, les accidents domestiques sont plus fréquents à cause des encensoirs, des marmites d'eau chaude. Il est essentiel donc de protéger les enfants en mettant hors de leur portée tout ce qui pourrait être dangereux pour eux. Conseil de sages femmes, les enfants valent toutes les attentions. Nous parlerons au présent des relations entre la Chine et le Sénégal, deux pays liés par l'histoire. Si à l'époque les relations ont connu un coup de froid, aujourd'hui les deux pays sont sur la même longueur d'onde. Avec d'importants projets ouverts au Sénégal, la Chine se positionne comme un partenaire stratégique capital. Une amitié à l'aune du passé qui a lié les deux pays. Ousmane Garifaïr. Le 9 janvier 1996, Dakar sous les auspices d'Abdou Diouf reconnaissait Taïwan comme État souverain. Conséquence, rupture immédiate des relations avec la Chine populaire. Nous sommes sous le régime socialiste. La discorde va durer près de 10 ans, jusqu'à ce fameux 25 octobre 2005, date à laquelle le régime de l'alternance décide de revenir à la case départ. Sous Abdoulaye donc, le Sénégal retrouve la Chine populaire. 2009, le président Hu Jintao foule le sol sénégalais pour un renforcement de l'axe Dakar-Beijing. Depuis cette date, les relations vont en se renforçant. En décidant de visiter la Chine ce 19 février 2014, le chef de l'État Macky Sall opère un retour d'ascenseur pour un partenaire stratégique. Mais mieux, il pose les jalons d'un nouveau cap. Car vu de Pékin, le partenariat Chine-Afrique s'évalue en termes de projets et non de montants. Dans les années 80, la République populaire s'est fait très tôt signaler par la construction du stade de l'amitié, aujourd'hui baptisé Stade Léopold Sédar Senghor. À côté de ce joyau qui rappelle d'ailleurs depuis quelques années au pouvoir public son besoin urgent de lifting, il y a les infrastructures, l'éducation, l'agriculture, la santé, pour ne citer que ces quelques domaines dans lesquels les techniciens chinois sont actifs depuis près de 3 décennies. Une politique d'ouverture sur l'Afrique sur fond de réminiscence d'un passé économique pas tout à fait glorieux. Pour Pékin, l'orgueil se mêle ici au sentiment pour un besoin urgent de revanche sur l'histoire et sur le camp d'en face. La Chine, pays du tiers-monde avec son milliard d'habitants, revient de très loin. 30 ans de fermeture pour enfin s'ouvrir au monde avec son propre modèle de développement. Par-delà les clichés, la réalité est que le modèle, c'est des émules et doit absolument inspirer une Afrique qui peine encore à voir le bout du tunnel. La Chine et le Sénégal ont bel exemple de coopération sud-sud depuis la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Plus de 1000 bourses ont été attribuées à des Sénégalais. Cette initiative entre dans le cadre de la formation des ressources humaines. Ces bourses sont destinées aux études, aux échanges professionnels, au renforcement de capacités. 3 de nos compatriotes nous racontent leur expérience acquise en Chine et l'impact sur leur travail. Aïda Fall. Études, expériences professionnelles ou encore renforcement de capacités liées Penda, Sidi et Konya à la Chine. Ils y ont séjourné dans le cadre de la coopération sénégalo-chinoise. J'ai obtenu une bourse de la coopération sino-sénégalaise et c'était pour une durée de 5 ans. J'ai fait une formation en économie et en commerce international. Nous étions allés voir, n'est-ce pas, les bonnes pratiques, qu'est-ce qui se faisait de bien dans le domaine de la formation professionnelle et technique en Chine et dans quelle mesure, dans le contexte sénégalais, il serait possible de capitaliser et d'essayer de mettre en œuvre ces bonnes pratiques-là. Pendant 3 mois, on a eu à recevoir une formation en broderie machine, n'est-ce pas, qu'on appelait broderie chinoise. On a eu à apprendre là-bas 16 points de broderie. On a eu à nous exercer au niveau des différents éléments qu'on peut retrouver au niveau de l'habitat, c'est-à-dire décoratifs pour les tableaux murales, etc. Au niveau des ameublements, les nappes de table, les serviettes de table, ensuite la literie, au niveau des draps, des coussins, etc. De ce voyage, ils sont revenus enrichis d'opportunités nouvelles de travail. Je suis assistante commerciale dans une entreprise de la place. Je suis là en tant que, je peux dire, professeur, ou bien je peux dire que j'aide le professeur chinois dans ses cours qu'il donne en fait à ses étudiants sénégalais qui veulent apprendre le chinois. Nous avons vu aussi qu'au niveau des programmes, on a vu aussi que les programmes sont axés sur les compétences. Donc c'était plutôt des formations pratiques que théoriques. Donc là aussi, je pense que
il y a beaucoup de similitudes ici avec la réforme que nous avons initiée au Sénégal, la réforme des programmes selon l'approche par compétence. Donc là aussi, nous visons ici au niveau du Sénégal, n'est-ce pas, l'élaboration de programmes, n'est-ce pas, qui répondent aux besoins du poste de travail. La compétence broderie donc va s'enrichir, n'est-ce pas, de la broderie machine. La broderie machine de la meilleure qualité. Nous devons proposer, n'est-ce pas, une variété de formations. Donc ça vient vraiment à son honneur parce qu'on va pouvoir l'intégrer comme élément de compétence dans nos enseignements. À l'instar de nos 3 compatriotes, plus de 1000 Sénégalais ont déjà bénéficié de cette coopération sur le plan de la formation. Depuis la reprise des relations diplomatiques, la Chine a organisé plus de 550 formations ou colloques pour le Sénégal. Jusqu'à présent, nous avons reçu plus de 1000 personnes en Chine. Cette formation ouvre dans tous les domaines. Entre 2013 et 2014, plus de 250 bourses ont été attribuées à des professionnels et à des étudiants dans des domaines comme l'économie, la santé et surtout l'agriculture. En retour, l'envoi au Sénégal d'experts chinois en riziculture a beaucoup contribué au renforcement des techniques culturelles utilisées dans la vallée du fleuve et en Casamance. En se rendant en Chine, le président Macky Sall donne un nouvel élan aux relations sino-sénégalaises. L'ambassadeur de Chine au Sénégal salue ce pas important de renforcement de l'axe Dakar-Beijing posé par le Sénégal. Son Excellence Hier Wang est l'invité de l'émission hebdomadaire Le Point, extrait de l'entretien une semaine avant le déplacement du chef de l'État avec Ousmane Karifaye. Au cours de ce rendez-vous, son Excellence le président Macky Sall aura l'occasion de faire un échange de vues aussi large que complet pour faire un état des lieux des relations bilatérales entre nos 2 pays, faire aussi des échanges de vues sur tous les grands dossiers internationaux, les dossiers sous-régionaux, les dossiers africains et les grands dossiers mondiaux. C'est aussi une occasion de faire un bilan de la coopération sino-sénégalaise dans les différents domaines, parce qu'on parle souvent de ces grands édifices, mais souvent on néglige l'agriculture, parce qu'il y a 2 missions agricoles ici. Une mission agricole bilatérale, Chine-Sénégal, une autre mission agricole tripartite, Chine, Sénégal, FAO. Et il a fait de l'agriculture, lui, la cheville ouvrière de son projet politique de développement. Je sais que c'est une priorité pour le président Macky Sall. Nous sommes prêts à aider le président et le Sénégal à réaliser l'autosuffisance alimentaire. Le point à suivre après ce journal, état des lieux de la coopération en prélude à la visite du chef de l'État, Macky Sall, prévue le 19 février 2014. 77 morts et 11 survivants, c'est le triste bilan d'un crash d'avion survenu aujourd'hui dans l'est de l'Algérie à 450 km de la capitale. L'appareil transportait des soldats et leurs familles. Un deuil national de 3 jours a été décrété. La queue de l'avion est clairement reconnaissable. Le reste de l'appareil a été pulvérisé. Il y avait 78 personnes à bord, des militaires algériens et des membres de leur famille. Au milieu des débris, les secouristes n'ont trouvé qu'un seul survivant. Hospitalisé, il souffre d'un traumatisme crânien. Le crash a eu lieu mardi vers midi dans une zone montagneuse à 500 km à l'est d'Alger. L'avion, un Hercule C-130, assurait la liaison entre Tamanrasset dans le sud et Constantine. D'après le ministère de la Défense, les conditions météo sont à l'origine de l'accident. Un orage accompagné de chutes de neige. Une commission d'enquête a été mise en place. C'est l'une des pires catastrophes aériennes jamais survenues dans le pays. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a décrété 3 jours de deuil national. Au Nigeria, 39 villageois tués, une bonne partie de leur habitation rasée, des faits que révèle le gouverneur de l'État de Bono face à la
presse, M. Kassim Shettima a accusé le groupe Boko Haram d'être le responsable de ce carnage. Nous parlons des JMJ, le bilan des journées mondiales de la jeunesse avec les autorités ecclésiastiques qui tirent un bilan positif de cette 5e édition, cela grâce au soutien constant de l'État du Sénégal, les organisateurs qui décrètent et décernent une mention spéciale à la RTS. Claire Diop. Diop qui n'est pas encore sur place, nous parlons justement de l'ACEPEX, le Sénégal à travers l'ACEPEX qui signe avec la Hollande le CBI, c'est le programme d'aide à l'exportation, un protocole important dans le cadre des exportations des fruits et légumes quand on sait que pour 120 000 tonnes de mangue produites, seules 11 500 000 tonnes sont exportées, faute de moyens. Un gap que le Sénégal, export label de l'ACEPEX, veut résorber grâce à son partenaire, le CBI, envoyé spécial à Berlin, Ramatadem et la Chiad. En plus du renforcement des capacités des professionnels du secteur des exportations, l'ACEPEX, à travers Sénégal Export, préconise l'appui direct des entreprises, d'où la signature de protocole avec la Hollande à travers CBI, le programme d'aide à l'exportation. Ceci pour rendre plus compétitifs sur le marché international les exportations de fruits et légumes frais du Sénégal. Dans le protocole, nous avons décrit la collaboration entre CBI et ACEPEX pour la période de maintenant jusqu'à 2018. Et c'est une collaboration qui a déjà commencé il y a quelques années et on espère bien de continuer plus profond encore que dans les années passées. Nous allons appuyer l'organisation ACEPEX dans les domaines du développement des exportations, mais aussi de promotion des exportations, notamment sur les marchés de l'Union européenne. Nous venons de signer un protocole qui va jusqu'en 2018 et qui ne se limite plus maintenant au renforcement des capacités, mais également qui va être beaucoup plus extensible, aller vers l'appui direct entreprise, aller vers l'appui vers d'autres filières. Nous avons travaillé spécifiquement sur la mangue, mais nous allons travailler sur tout ce qui est produit d'exportation d'une manière générale, fruits et légumes, etc. Et je pense qu'aujourd'hui le CBA a eu, comme je disais tout de suite au directeur général, nous avons un starter, un catalyseur, nous allons démarrer maintenant, nous allons passer au stade supérieur où on aura quand même un appui conséquent de nos exportateurs, ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Il s'agit d'un protocole qui va sur une durée de 4 ans et qui va donc permettre au Sénégal d'accroître d'ici 2018 son volume d'exportation de fruits et légumes frais sur l'international. Je vous le disais, après les JMJ de Kaolack, les autorités de l'Église tirent le bilan. L'édition réussit grâce au soutien considérable de l'État du Sénégal. Les organisateurs qui décernent par ailleurs une mention spéciale à la RTS. Claire Diop. Au lendemain de l'édition 2014 des Journées mondiales de la jeunesse organisées à Kaolack, l'heure est au bilan. Le comité d'organisation s'était constitué en 10 commissions pour faire face à l'énorme défi de l'événement. Hébergement, restauration, santé, communication, sécurité entre autres. Au regard du déroulement des activités, les résultats sont jugés positifs. Le bilan est satisfaisant. Le bilan est véritablement positif. Il est évident qu'aucune tâche humaine n'est parfaite, mais en gros, de l'accueil à l'hébergement, nous avons estimé en deçà de ce qu'il y avait. La santé a été véritablement parfaite, je crois. C'est vraiment une commission qui est professionnelle. Dans cette réussite, l'apport de l'État n'a pas été des moindres. Tous ces services régionaux étaient mobilisés. Je n'ose pas estimer même l'apport de l'État tellement il est considérable. Nous avons bénéficié véritablement d'un appui considérable des services de l'État. En plus, l'État nous a octroyé, quand nous faisons, je ne peux pas l'estimer comme ça parce qu'il y a des natures, il y a des aides, il y a des ressources humaines, des ressources additionnelles, mais en ressources financières, l'État nous a beaucoup aidés. Près de 150 journalistes sénégalais et étrangers ont fait le déplacement. La grande messe était retransmise en direct sur la chaîne nationale. L'objectif est de permettre à un grand nombre de vivre ensemble ces instants. Félicitations aux organes de presse, félicitations
à la RTS qui a permis à tant de Sénégalais, ici comme ailleurs, de suivre avec nous et de vivre avec nous ces événements. Kaolack vient de passer le flambeau à Dakar pour l'organisation des prochaines journées mondiales de la jeunesse prévues en 2019. Georges Weah en visite au Sénégal. La star de football libérien est venu présenter aux autorités sa nouvelle marque d'habillement sportif. Il a été reçu par le ministre des Sports, Malick Ndiaye. Le reportage de Mansour Sow. L'instant est solennel. Le ministre des Sports reçoit la marque Weah Sport. L'ancienne star libérienne de football passée par Monaco, le Paris Saint-Germain et le Milan AC séjourne à Dakar, histoire de présenter sa nouvelle marque d'habillement sportif. Je suis là aujourd'hui pour lancer mon produit, le Weah Sport, Benguelan. Et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Parce que ce produit, nous on veut montrer à toute l'Afrique pour le service africain. Et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Et j'espère on va partenaire et faire la collaboration avec le Sénégal. Il a une marque, la marque Weah Sport, et il souhaite l'introduire au Sénégal, et c'est pour ça qu'il rencontre un certain nombre de structures telles que les fédérations, mais également telles que le ministère, pour essayer de voir comment, à l'image de Puma, à l'image de Adidas, à l'image de Diadora, faire en sorte également qu'en Afrique, qu'il y ait une marque spécifiquement africaine et qui est Weah Sport. Après avoir dignement représenté son pays, le candidat malheureux à la présidentielle de 2005 demande aux Sénégalais de s'unir autour de l'équipe nationale. J'ai vu le Sénégal, ils nous battu au Libéria, ça fait mal, mais je crois qu'ils sont bien joués, plus que nous, mais ils sont de grande équipe. Il faut continuer à travailler parce qu'il faut aussi le ministre, le pays investe dans cette équipe parce que c'est une grande équipe. Cette visite entre dans le cadre d'une série d'activités que l'icône du football libérien devra faire dans notre pays. Il doit rencontrer le roi des arènes Balla Gaye 2 le 14 février. Une visite au centre de détection et de perfectionnement de jeunes talents de Fatick est inscrite dans son agenda. Ousmane Sow de Ndiaye Rose ou Alain Gomis, c'était le Newcle artistique hier au Théâtre National Daniel Sorano, des sommeliers de la culture sénégalaise qui se sont distingués tant dans notre pays qu'à l'étranger ont été honorés. Hommage a été aussi rendu à des monuments de notre patrimoine culturel et aux disparus. Reconnaissance ou minore. 2013 a été faste pour la culture sénégalaise et ce n'est pas le ministre en charge du secteur qui dira le contraire. D'avoir des acteurs tels que vous, je prends ça pour une chance. C'est votre performance qui fait la performance du Sénégal en matière culturelle. Premier étalon d'or de Yenenga au FESPACO pour le Sénégal, une entrée à l'Académie des Beaux-Arts de France, un Polar Prize Music, une citoyenne d'honneur de la ville de Memphis ou encore Tabaski Thiam et Sadia Gueye élevés au rang de trésor humain de la mode et de l'artisanat par l'UNESCO et tant d'autres qui ont porté haut les couleurs du Sénégal dans le monde. Mais au-delà du microcosme culturel dakarois, ces reconnaissances ont eu très peu d'écho dans le reste du pays. Alors pour faire de ces ambassadeurs du Sénégal de vrais prophètes chez eux, un comité piloté par Ousmane Sow Huchard est né. Il est temps à ce que nous marquions notre reconnaissance à tous les artistes de notre pays. Ça ne s'est jamais fait. Ils ont été honorés partout. Mais que le Sénégal se rassemble, que les artistes entre eux se rassemblent pour leur dire un grand